8h30 sur Europe 1, Jérôme Sainte-Marie, le politologue, sondeur, président de Pauline Vox, et Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon poste, sont les invités d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous êtes avec nous. J'ai une question pour vous deux, messieurs, parce que ce que je trouve intéressant en fait dans vos deux livres, j'ai eu la chance de pouvoir feuilleter le vôtre, Jérôme Sainte-Marie, il n'est pas encore sorti, c'est en fait le portrait que ça dessine du pays. Alors je vais commencer par Cyril, puisque j'ai eu l'occasion de feuilleter son livre. Et effectivement, j'ai été frappé par l'expression qui est dans le premier chapitre, Cyril, l'agora révolutionnaire, pour qualifier Touche pas à mon poste. Mais alors vraiment, la question que je me posais, est-ce que vous avez le sentiment, à travers tous ces Français qui s'adressent à vous et à qui vous vous adressez, d'une France révolutionnaire? Parce que, quelque part, vous êtes aussi né un petit peu à la politique, peut-être sans le vouloir, à travers ce mouvement des Gilets jaunes que vous avez beaucoup relayé. Il y a eu des débats interminables avec des politiques sur votre plateau. Est-ce que vous voyez une pulsion révolutionnaire aujourd'hui en France? Ah bah je l'ai senti au moment des Gilets jaunes, on a vraiment senti une pulsion révolutionnaire, et on a senti d'ailleurs que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les hommes politiques se sont dit on est obligé d'aller leur parler, on est obligé d'aller chez Hanouna ou dans Touche pas à mon poste pour aller discuter avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé au départ? C'est que il y a eu 2-3 mesures voilà, sur l'essence, sur les 80 km/h ensuite, voilà, qui ont fait que ils sont descendus dans la rue. Mais Cyril, quand le plein est trop cher, est-ce que c'est la révolution? Parce que finalement, ce qui est assez frappant... Non, mais c'est pas la révolution, ça c'était franchement... C'est un problème de consommation, c'est un problème de pouvoir d'achat. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'était la goutte d'eau. C'était pas seulement, voilà, l'essence, c'était pas un prétexte, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a surtout des gens qui se disaient, nous, il y a ça en plus. Déjà qu'on n'arrive pas à terminer notre mois et que le 10 du mois, il nous reste plus rien sur notre compte, ils se sont dit, on n'en peut plus, il faut sortir dans la rue, il faut essayer de faire quelque chose. Après, les gilets jaunes, moi, je le dis à chaque fois, l'expression de gilets jaunes, ça me dérange. Parce que les gilets jaunes, oui, moi j'ai trouvé que c'est un mouvement incroyable. Les gilets jaunes, c'est d'abord des Français qui sont en difficulté. Des Français qui sont sortis dans la rue et qui se sont dit tiens, on va rejoindre les Gilets jaunes parce que nous aussi on n'arrive pas à s'en sortir. On a voté, je le dis souvent, à droite, ça n'a rien changé. On a voté à gauche, ça n'a rien changé. On a voté au milieu, on est toujours dans la même précarité. Donc aujourd'hui, on a envie de sortir dans la rue et de faire bouger les choses. Et sur les Gilets jaunes, ils demandaient quoi, les Gilets jaunes, à la base? Ils demandaient juste un petit peu de considération. Ils demandaient juste à ce qu'on les écoute aussi et qu'on se dise tiens, on va se pencher sur eux, on va essayer de savoir quel est leur problème et essayer peut-être de les résoudre après. Mais au départ, ils demandaient juste un peu de considération et ce sont des Français qui se sont sentis vraiment laissés pour compte et qui se sont dit bah tiens, on va aller dans la rue et on va se faire entendre encore plus fortement. Alors, c'est assez lié d'ailleurs avec le livre de Jérôme Sainte-Marie sur ce bloc populaire, parce que dans les Gilets jaunes, il y avait qui? Il y avait les classes populaires. C'est qui les classes populaires? C'est ça qui est intéressant, c'est le portrait du pays. Ce sont les ouvriers, ce sont aussi les employés, c'est-à-dire des gens de la classe moyenne qui sont en train de tomber, qui sont en train de se déclasser. Des gens qui sont encore dans la classe moyenne, mais qui ont l'impression de se faire écraser fiscalement, parce que cette redistribution qui fait la gloire, la fierté de la France, en réalité, ils n'en profitent plus, ils payent, ils sont contributeurs, mais en revanche, ils ne reçoivent plus, parce qu'on est passé à une espèce d'État-providence ciblé. Et c'est ça le portrait de cette France qu'on a beaucoup de mal à comprendre, Jérôme Sainte-Marie. C'est ça le bloc populaire aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, si vous voulez que c'est le contraste peut-être entre Cyril et moi, c'est que Cyril, avec une expression très forte, finalement tient un propos extrêmement modéré. Peut-être que moi, c'est un peu l'inverse, dans la mesure où ce que je perçois à travers cet ouvrage que j'avais pu écrire il y a 2 ans, et depuis 4 ans notamment, depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et derrière lui de ce que j'appelle le bloc élitaire, c'est une réactivation en fait d'un imaginaire de lutte des classes. Disons les choses très clairement, quand je parle des classes populaires, il y a le mot populaire mais il y a le mot classe également. C'est-à-dire que c'est des milieux qui sont, formés autour d'une condition matérielle, ne l'oublions jamais, et qui après se décline sous toute forme d'aspect culturel, d'endroits où on vit, etc. Et il y a beaucoup de livres, vous avez cité Christophe Guilly par exemple, on pourrait parler du livre de Jérôme Fourquet également, qui décrivent toute une série d'éléments particuliers de cette fragmentation, de cette polarisation de la France. Et donc souvent on voit une fragmentation, on dirait comme les gens sont diversifiés, et ben non, je crois qu'en réalité il y a une polarisation très forte entre les gagnants de la mondialisation et puis ceux qui se sentent perdants et qui sont pessimistes et qui ont d'excellentes raisons d'être pessimistes. Il y a quelque chose qui nous interpelle, Cyril Hanouna, dans ce que vous dites. Vous dites, pour parler aux Gilets jaunes, les responsables politiques sont venus sur mon plateau. Mais on parlait tout à l'heure des responsables avant. Moi, je mettrais mon billet qu'un Jacques Chirac serait allé sur un rond-point pour parler directement aux Gilets jaunes. Pourquoi cet intermédiaire? Pourquoi passer par vous aujourd'hui alors qu'il pourrait aller sur place,
parler aux Gilets jaunes. Je vais vous dire, parce directement. qu'ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas vu le mouvement s'amplifier d'une telle manière. Ils ont pas vu un mouvement aussi fort. Ils se sont dit, les Gilets jaunes, ça va vite s'éteindre, c'est un petit mouvement. Et en fait, je l'ai vu moi sur les antivax, ils ont fait exactement le contraire. C'est-à-dire que sur les antivax, ils se sont dit, ça va être un mouvement énorme, il faut vraiment surveiller les antivax, et ça s'est vite étiolé. Alors que sur les Gilets jaunes, au contraire, ils se sont dit, non, ça va vite s'éteindre, le Gilet jaune, ils n'ont pas pris ce mouvement au sérieux. Et en voyant ce qui se passait dans mon émission, en voyant ce qui se passait tous les samedis, sur les ronds-points et dans les rues, ils se sont dit, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et à un moment, ils ont voulu discuter avec eux. D'ailleurs, il y en a qui ont été reçus par des responsables politiques. Nombreux Gilets jaunes ont été reçus. Voilà, mais c'est vrai qu'au départ, ils n'ont pas vu le mouvement arriver. C'est le seul truc, c'est qu'ils ils ont vu les Gilets jaunes arriver beaucoup trop tard. Ouais, Cyril Hanouna, il y a une phrase dans votre livre, j'ai bien aimé, c'est vers la fin, au milieu fin, je veux être le piston des non-pistonnés, des jeunes en galère, des ex-tolards, de tous ceux finalement que la société actuelle laisse sur le côté de la route sans se rendre compte combien tout cela fait mal à la France. Tout à l'heure, Sonia vous a demandé, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Là, vous êtes très clair, vous dites non, mais est-ce que vous vous situez pas un peu dans l'héritage, par exemple, d'un Coluche? Vous avez une association, Mon Ami Poto, qui fait des prêts d'honneur à des gens qui sont aujourd'hui en galère financière, qui va arriver, voilà. C'est ça, oui. Mais est-ce que vous vous sentez l'obligation de tenir ce rôle de médiateur plus que d'animateur de show finalement? Non, mais moi je veux faire les deux. Je veux pas arrêter mon métier d'animateur de show parce que c'est ça qui me plaît aussi. Mais à un moment, quand j'ai reçu des gens en détresse sur le plateau, il y avait deux solutions. C'était où je me disais, je les laisse repartir chez eux et je les laisse dans leur détresse, ou bien je me sers peut-être de l'émission pour essayer de faire un relais entre eux et les décideurs, essayer de les mettre en relation avec des gens avec qui ils ne parlent jamais, essayer de les laisser exprimer leurs problèmes, et peut-être qu'après on pourra peut-être mettre la lumière sur tel ou tel problème et faire avancer les choses. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je me serve aussi de l'émission et de la puissance de l'émission pour faire ça et pour aider certaines personnes. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que j'aime faire aussi. Mais j'aime toujours faire du show et je vais continuer à faire du divertissement. Et c'est ce qui me caractérise. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faut se servir de la puissance de l'émission aussi pour aider certaines personnes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et les mettre en relation avec des gens avec qui ne parlent jamais. Et on l'a vu, ça a pas, je l'ai dit, je le dis sur le grand débat national, il n'y a rien qui est sorti. Mais on a fait cette émission, et au moins il y en a aussi qui ont parlé avec la secrétaire d'État, avec Marlène Schiappa, et qui se sont dit, au moins on a pu exposer nos problèmes. Je sais que Jérôme Sainte-Marie, je crois savoir, brûle d'impatience de parler aussi du macronisme, parce que c'est très présent dans votre livre. C'est le bloc élitaire. On a beaucoup parlé du bloc populiste. Vous dites, Jérôme Sainte-Marie, quand même, le macronisme n'a pas besoin de penseurs pour être une pensée. Celle-ci transpire naturellement des classes dominantes. Il constitue au sens strict une idéologie. Le macronisme, une idéologie. Et à vous entendre, c'est plutôt un bloc élitiste complètement déconnecté de ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et si je peux me permettre, c'est plutôt même, et on peut dire élite de masse. Parce que c'est quoi? C'est 20% de la population. C'est pas un petit pourcent qui fait la loi. Non, c'est 20% de la population française. Oui, absolument. Ce livre essaye de faire ce qu'on appelait autrefois une analyse de classe et de rendre compte du fait que c'est pas du tout l'opposition entre l'élite et le peuple. Encore une fois, Emmanuel Macron a été élu triomphalement au second tour. Il a rassemblé 24% au premier tour. Il est très bien placé pour la prochaine élection présidentielle. Donc ce bloc élitaire, il rassemble autour des élites réelles qui existent. D'ailleurs, c'est même pas 1%, c'est beaucoup moins que ça. Et il rassemble les cadres supérieurs, il rassemble une bonne partie des retraités. Il rassemble non pas les riches, mais il rassemble les gagnants. C'est-à-dire ceux qui pensent que finalement la roue de l'histoire, le cours des choses leur profite naturellement. Alors qu'inversement, ils sont pas majoritaires, et inversement, il y a pas mal de gens qui considèrent non seulement que la roue de l'histoire joue contre eux, et qu'en plus le cours de la politique actuelle ne va pas, va plutôt accentuer ces inégalités que les réduire. On va conclure, Cyril Hanouna, puisqu'on parle du macronisme et d'Emmanuel Macron. Vous ne cachez pas votre proximité avec le président. Est-ce que cette proximité vous permet d'être lucide et à bonne distance si vous deviez l'interroger? Bien sûr, mais comme je dis, je ne cache pas ma proximité avec plein d'autres gens. Je suis assez proche de Jean-Luc Mélenchon, c'est avec lui que j'ai fait mes premières émissions, et ça a été le premier invité politique, Jean-Luc, sur mon plateau. Il est encore venu il y a 2 semaines, il est venu il y a 1 mois, et c'est celui qui vient le plus souvent. Mais je parle du président de la République. Alors oui, mais attends, le président de la République, bien sûr, j'échange avec lui. Le président de la République, je le dis, je le connais pas personnellement. On s'est vu 2 fois. Une fois à l'antenne et une fois lors d'une remise de médailles.
détail. Et c'est vrai qu'on discute ensemble parce qu'il s'intéresse énormément aux réseaux sociaux. On en parlait en début d'interview. Il s'intéresse énormément à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à la résonance qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Comme il sait que je suis très actif là-dessus, il me demande parfois comment tu sens un petit peu les choses. Mais voilà, donc je pense il vous demande quand même l'état de la France. Pas du tout. Il a plusieurs relais comme ça, et certainement des relais beaucoup plus sérieux que moi. Mais on l'a vu, il est proche de McFly et Carlito, qui sont des youtubeurs qui aussi sont au contact d'une certaine branche de la population. Il essaie de voir un peu, de se faire comme ça, faire une analyse de ce qui se passe en France avec différents relais. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça me dérange pas du tout qu'il me demande ce qui se passe sur les réseaux ou quelle est la tendance qui émerge. Merci Cyril Hanouna. Ce que m'ont dit les Français, c'est votre livre aux éditions Fayard, coécrit avec Christophe Barbier. Et présélectionné, j'ajoute, pardonnez-moi Dimitri, au prix du livre politique 2022. Et ben voilà, comme quoi. Et Jérôme Sainte-Marie, le bloc populaire, ça sort le 28 octobre. Merci à tous les deux. Merci à vous.